Vous êtes sur la séance COVID-19, vaccination, capacité mondiale ou alors de faire le suivi et l'évaluation de la COVID-19. Nous allons voir quelques questions d'intendance. Tout d'abord, nous avons des services d'interprétation aujourd'hui, français et espagnol. Vous pouvez fonction via l'icône de globe que vous avez en bas à droite de votre écran. Pareillement, nous regardons avec impatience l'arrivée de vos questions via la fonction QA. Et si vous avez des problèmes informatiques ou de logistique ou sur le certificat de participation, veuillez mettre ça sur la fonction chat. Nous allons faire un suivi de ceci également. Pour que vous sachiez, cette séance est enregistrée, comme le sont toutes les autres séances, et votre présence et une acceptation de cet enregistrement. Vous aurez accès à l'enregistrement en français, en anglais et en espagnol. Les trois seront disponibles sur notre site TechNec 21 ainsi que le site spécial consacré à cette série Projet Eco. Vous allez également recevoir un certificat de participation via l'Université du Nouveau-Mexique où le projet ECO est basé. Nous sommes partenaires dans cette série et nous vous enverrons un lien dans le chat vers la fin de cette séance d'aujourd'hui. Vous aurez 48 heures pour remplir un questionnaire très bref de 3-4 minutes et nous apprécions énormément les commentaires que vous nous faites arriver pour avoir un accès à un certificat de participation immédiatement après la prise de ce sondage. Sur l'utilisation des données, nous prenons la question des données très sérieusement. Vos données individuelles seront masquées et gardées en toute confidentialité. Les données collectées sont toutes rassemblées de manière non identifiée. Pour que vous sachiez que cette série interactive en direct est depuis le mois de février basée sur la question des vaccinations COVID-19. Il y a deux séries, une sur le déploiement national et la planification de la vaccination, et c'est l'objectif de cette séance d'aujourd'hui, mais il y a également une formation pour les travailleurs des soins de santé, et vous aurez également accès à ceci si vous le souhaitez. Sur ce, c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Shalani Desai, qui est à l'OMS. Shalani, c'est à toi. Merci Bruce et bienvenue à tous les participants. Je vais faire les annonces initiales du jour. En termes d'annonces, il y a un questionnaire de l'OMS pour l'apprentissage, pour voir les expériences avec COVID-19. Si vous êtes un professionnel de l'immunisation avec de l'expérience directe et qui soutient la mise en place de la vaccination COVID-19, nous cherchons vos solutions, vos commentaires sur la façon dont vous avez déployé le vaccin COVID-19. Ce questionnaire peut être trouvé sur notre site, est disponible en différentes langues et c'est disponible jusqu'au 4 juin, c'est-à-dire bientôt. Toute personne intéressée peut y avoir accès et il y a des prix qui correspondent et qui sont distribués. L'objectif d'aujourd'hui est de faire un suivi des instruments de suivi, voir quelles sont les évaluations, comment elles sont menées et quelles sont les leçons à retenir. Nous aurons ensuite un aparté sur ce qui vient après et une foire aux questions. Pour rappel, veuillez placer toutes vos questions dans la boîte QA questions-réponses qui se trouve en bas de votre page. L'objectif du jour est de donner un aperçu des outils disponibles pour le suivi et la post-introduction de COVID-19 du point de vue de la vaccination. Les objectifs, c'est voir la ressource disponible
pour le déploiement du vaccin et voir les informations à partager sur comment conduire et faire un partage des actions sur l'évaluation post-introduction du COVID-19. Nos présentateurs aborderont toutes ces questions tour à tour. Nous allons donc commencer avec Jan Grevendonck. Merci, je m'appelle Jan Grevendonck et je parlerai des outils pour le suivi de la vaccination COVID-19 dans les pays. Il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que nous faisons cet effort du point de vue administratif pour documenter et faire un suivi de déploiement des vaccins. Et il y a une série de raisons qui sont ici sur la diapositive. C'est peut-être applicable à vous, peut-être pas. La première raison, la plus importante sans doute, est de voir le progrès, la vitesse d'introduction, pouvoir détecter les problèmes qui se présentent au fur et à mesure et apporter les mesures de correction si possible. Par exemple, le déploiement ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions et qu'est-ce qu'il peut être fait? La deuxième raison serait de faire un suivi sur les questions d'égalité et d'équité. Il s'agit non seulement d'une vitesse, sinon d'une justice et d'une équité dans le déploiement. La troisième question est spécifique au COVID et les vaccins ne sont pas suffisants pour la demande pour l'instant. Il s'agit donc de voir si les groupes à risque sont objet d'une priorité, font l'objet d'une priorité dans le déploiement de ces vaccins. Quatrième point, faire en sorte que les personnes qui sont vaccinées soient enregistrées pour que ainsi on sache qu'ils ont été vaccinés, non seulement pour la deuxième dose, mais encore pour d'autres raisons, pour des raisons de voyage, par exemple. Toutes les personnes qui ont reçu la première dose doivent recevoir la deuxième dose. Et finalement, il s'agit d'avoir une documentation qui sera utile plus tard à l'heure d'utiliser les services COVID, un suivi de sécurité et de santé. Il y a un guide qui est publié, qui est disponible en 6 langues ONU, portugais, et je vois que nous avons également ici à droite une photo de ce document. Eh bien, il faut maintenant se poser la question, pourquoi est-ce que c'est différent cette fois? Et je crois que les différences principales se trouvent ici. D'abord que la plupart des pays utilisent des vaccins avec une efficacité différente, un profil différent, une durée de protection avec des doses, etc. Donc, en réalité, on ne s'est jamais retrouvé dans cette situation. C'était une maladie, un vaccin cette fois-ci. Il y a tous ces différents paramètres et ce mélange de vaccins qui sont différents sans doute à long terme. Et il y a de nouvelles populations objectives qui ne sont pas nécessairement celles avec lesquelles nous communiquons, dues à leur taille et leurs caractéristiques qui requièrent l'adaptation des stratégies. Il y a une importance de priorisation et de synchronisation, avec également des incertitudes autour de la durée de la protection, l'interchangeabilité des vaccins ou les stratégies à long terme pour contrôler le COVID-19. Est-ce que ce sera une vaccination saisonnière ou est-ce que nous aurons assez avec ce qui est administré maintenant? On ne le sait pas encore. Quelles données sont utiles dans votre pays et de quelle façon? Il faut savoir ceci en essayant de résumer cet aspect. J'ai eu une liste de détails, appelons-les comme ça, pour les vaccinations, mais aussi pour d'autres données. Pour la couverture du vaccin, je regarde aussi par produit du vaccin. Les vaccins sont différents. Ça, c'est différent les uns des autres.
Il y a des considérations de risque pour être certain que nous puissions faire un suivi sur le personnel soignant avec des endroits, par exemple, de soins à long terme, faire en sorte que ces populations soient véritablement protégées. En deuxième lieu, du point de vue de l'équité, avec une vaccination avec des conditions qui ont des risques par sexe, par géographie et autres dimensions, comme par exemple la pauvreté. Il y a d'autres données que nous ne devrions pas ignorer et qui sont également importantes lorsque l'on sait de voir quelles sont les barrières qui se présentent. Tout d'abord, sécurité et sûreté. Je crois qu'il y a eu un autre webinaire qui a été consacré à ceci. Je ne vais pas rentrer dans davantage de détails. Il y a la vaccination des travailleurs. Est-ce qu'ils sont vaccinés? Pas tout ce genre de choses. Chaîne de froid, de disponibilité, priorité, les groupes, l'hésitation, rumeurs. Ces données quantitatives qui nous aident à mieux comprendre les différents écueils qui se présentent à nous tout au cours de cette aventure. J'ai souhaité inclure un groupe d'éléments ici, 3 éléments en fait, qui peuvent être catégorisés en tant que tels. Tout d'abord, il y a le suivi de routine avec le système de santé, tout ce qui est renseigné, des centres de santé qui pourraient être donnés via des rapports mensuels, AFI, également les données qui sont transmises par les infirmiers ou les infirmières, par exemple. La case du milieu, c'est les sondages périodiques basés sur la population avec des exemples des HS, les services démographiques de santé, MICS. Et finalement, la troisième case, la surveillance, qui est importante, non seulement pour savoir le nombre de cas de COVID-19, mais également les conséquences adverses. Diapositive suivante sur ce webinaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous allons parler principalement de cette case qui se trouve à gauche, nous concentrant sur les rapports par centre, ce qui peut être fait directement sur les données qui sont disponibles. Les services pourraient être un peu plus long que ce que nous espérions. Diapositive suivante. Alors, pour le suivi, quels sont les systèmes et les outils? Nous avons ce qui s'appelle HMIS, avec les données qui nous sont fournies par district, par exemple. Ces données sont intégrées sur une base de données centralisée ou HMIS pour gérer toutes ces informations et sont ensuite transmises dans la chaîne prévue. Il y a également un registre d'immunisation électronique, EIR, avec des vaccinations qui sont enregistrées de manière numérique, avec un accès aux informations et données d'ensemble sur les chiffres sont partagés entre les fournisseurs et les autorités de santé publique. Je crois que dans ce cas, les pays doivent voir ce qu'ils ont pour pouvoir utiliser ce qu'ils ont dans la vaccination COVID-19. Mais ces données papier, de toute façon, sont encore utiles. Les cartes de vaccination, par exemple. Ceci dit, les systèmes électroniques ou numériques sont toujours utiles. Finalement, il doit y avoir bien sûr des systèmes numériques qui aident le soutien de l'ensemble. Nous allons donc voir les outils basés sur le papier pour revenir ensuite à l'aspect numérique. Je vais passer la parole à Damaris. Merci Yann, je m'appelle Damaris, je suis de Sonder Collective. Ceci est ce que nous avons en papier sur que nous avons travaillé
Et pour cet effort, nous avons préparé trois éléments. Les données basées de manière locale, la personne qui prend chez lui la carte après la première dose. Et, et nous voulions en fait donner une expérience avec ces instruments papier, ces outils papier. Je vais passer tout cela très vite pour que vous sachiez de quoi il s'agit et quel soutien ceci peut représenter pour les travailleurs de la santé. Alors, allons tout d'abord avec les données basées sur le domicile ou sur la maison. Nous voulions donner quelque chose qui serait facile à transporter. Voici le papier, vous voyez, la taille, ça doit être quelque chose qui est portable. Il y a un extérieur, il y a un intérieur, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Mais nous voulions avoir une documentation qui contenait une bonne information, robuste, mais qui allait aussi donner un certain niveau de privacité, de manière à ce que ce ne serait pas tout repris sur l'extérieur. À l'intérieur se retrouve l'information privée. Et nous avons également étudié en cas de certains pays, des codes QR avec la numéralisation. Il devait y avoir un espace réservé à ceci. On a donc fait ceci avec une réduction au maximum. Vous voyez que véritablement, ça tient dans la main, c'est format de poche. Et nous espérons que ce sera adaptable pour les pays. Si on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Nous avons une autre forme qui est celui de l'enregistrement. Nous avons étudié la possibilité de nous éloigner de la table classique pour voir toute l'information du client qui se retrouve sur une seule page. Et ce qui a été fait, c'est que nous avons 3 clients par page. Sur une de celles-ci, nous avons l'information nécessaire pour prendre des décisions. Une des choses les plus importantes, c'est de voir pour le suivi. Il fallait que ce soit clair quelle est la première dose, quelle est la date pour la deuxième dose. Quand on fait un scan de différents documents, on peut savoir quels sont les clients qui ne se sont pas présentés pour la deuxième dose, pour permettre également un espace pour une dose de renforcement si c'est nécessaire à l'avenir. Le troisième document est celui sur la feuille de rapport. Ce que nous avons ici est une feuille ou un document qui a une composante qui se retrouve à la gauche et ceci se retrouve en format A4. Aussi bien le compte que le rapport, ça peut être imprimé. Nous savons que la copie est quelque chose qui est très fréquent dans certains centres de santé. Ça fonctionne avec une technologie d'impression assez facile et on peut voir une version qui inclut la séparation par âge, par sexe, mais nous avons également une version avec des conditions préexistantes et nous voulions donner quelques différentes feuilles de compte pour que vous puissiez choisir celle qui allait être la plus utile ou adéquate. Et à la fin du mois, avec ceci, on compte les chiffres finaux et il y a un rapport qui peut être séparé pour être ensuite envoyé au district pour qu'il soit numéralisé. Sur la diapositive suivante, il faut dire que nous avons travaillé avec du personnel soignant au Kenya pour préparer ceci et nous avons travaillé sur base de l'anglais. Nous devons vous dire que l'on prépare un paquet pour être disséminé cette semaine, probablement le vendredi. Tout ceci en format PDF en anglais, mais nous comprenons bien entendu que
il fallait avoir la possibilité d'inclure ceci en français, en espagnol ou de personnaliser ceci quand c'était nécessaire avec des dossiers ou des fichiers qui pouvaient être modifiés par langue, par exemple, avec des instructions sur la façon de faire ceci. Nous voulions donner un paquet pour que ce soit utilisable et adaptable aux besoins de votre pays. Jeanne, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, Damaris, je pense que ce sont des idées de design qui sont développées par Sonder, basées sur des expériences de vaccination. On ne veut pas imposer des documents, mais ce sont des idées qui sont peut-être adaptables pour vos pays. Je pensais que c'était un beau travail. Et merci, Damaris. Diapositive suivante. Alors, avec les supports en papier, nous avons également les supports numériques. Et je voulais mentionner trois choses. Tout d'abord, pour les pays qui utilisent le DHIS, qui est un système pour la gestion des informations de santé, il y a des documents COVID-19 avec un tableau de rapports et de données concentrées avec des registres d'immunisation électronique, un rapport AFI et un rapport des cas de COVID-19. Vous avez peut-être aussi entendu parler des certificats de vaccination électronique. Il y a 14 applications du point de vue d'initiatives. Il y a 14 initiatives ou applications internationales pour le voyage, principalement pour le voyage au niveau international. Il y a un document qui a été standardisé, uniformisé au niveau de l'OMS, de manière à ce qu'il puisse y avoir un échange. Et il y a également un lien à ce document unique dans vos ressources. Et finalement, pour ce qui est de la planification de la vaccination, c'est une vaccination qui n'est pas routinière, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Et nous avons donc rencontré de nouveaux défis et de nouveaux écueils. Avec cette mise en place, il y a des défis inattendus dans certains cas. Il faut donc peut-être faire un contrôle, un suivi en temps réel avec des outils de collection de données mobiles, par exemple, des tableaux de bord de campagne et également de GIS pour la planification, la micro-planification et l'analyse des populations de manière à ce que nous sachions lorsqu'il y a un problème avec l'hésitation, la disponibilité de vaccins, nous puissions avoir tout ceci de manière directe et pas quelques mois plus tard. Et le GIS, c'est le système d'information géographique. Et donc voilà, certaines des choses que je souhaitais mentionner. Diapositive suivante. Je vais montrer sans rentrer dans les détails. Il existe tous ces outils numériques avec le déploiement des vaccins et ça va prendre trop de temps d'aborder chaque question de détail. Je vais donc passer à la diapositive suivante. Nous allons donc passer maintenant au sondage car nous avons déjà utilisé nos 15 minutes de manière plus ample que ce qui était prévu. Et Coindia, s'il vous plaît, si vous pourriez lancer le sondage. Nous voudrions savoir si vous seriez intéressé dans une séance en profondeur sur les questions techniques suivantes. Nickel, est-ce qu'on peut lancer le sondage? Oui, bien sûr. Onish, s'il vous plaît, pouvons-nous lancer ce sondage? Alors, voici notre sondage. Nous avons réfléchi à ces webinaires de suivi pour savoir de votre part ce qui serait d'intérêt. Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'œil à ceci et cocher tout ce qui serait intéressé? Mais si vous avez d'autres idées, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas sur cette liste, veuillez les inclure ou les poster sur le chat pour que nous puissions réfléchir à l'organisation de webinaires sur ces sujets que vous proposeriez.
Je crois que les gens sont en train de voter. Nous allons prendre trop de temps. Très bonne nouvelle. Alors, les gens ont voté. Un suivi en temps réel des vaccins, disponibilité et distribution, utilisation des outils en papier, analyse de données globales. Enfin, très bien. Nous apprécions votre participation. Nous allons étudier ceci pour d'autres webinaires. Merci infiniment pour votre participation. Je vais passer la parole à Gianni pour la suite de la présentation. Bien, bonjour, bonsoir, bon après-midi. On va parler des deux évaluations au niveau de l'interaction et le CPI. Commençons par regarder la chronologie de ces deux systèmes d'évaluation, le mini-PI et le PI classique. C'est ainsi qu'on va en parler. Vous allez voir les distributions hypothétiques dans les pays avec les barres oranges et bleues qui sont les doses de vaccination des pays et les deux types de vaccins administrés avec une distribution en mois de mars et la phase initiale d'introduction. Nous avons recommandé ce mini-PI qui est l'IAR COVID vaccination. Et je vais parler davantage sur le IAR dans quelques instants. À moyen terme ou à long terme, de 6 à 18 mois, nous recommandons le classique COVID-PI que beaucoup d'entre vous connaissez sans doute déjà puisque nous en avons déjà parlé avec l'évaluation post-introduction. Et ce qu'il faut mentionner ici, c'est que pour le mini-PI et le classic PI, nous recommandons ceci pour plus d'une fois et spécifiquement pour le mini-PI pour trouver les erreurs possibles. Diapositive suivante. Alors, essayons de comprendre ce qu'est un mini-PI. Avec la révision interaction de la vaccination COVID-19. Ici, on parle d'une plateforme de révision interactive. Alors, qu'est-ce que c'est une révision interaction? Et il s'agit d'une conversation menée par les pays pour déterminer les meilleures pratiques, les leçons à retenir, et également les mesures correctives pour renforcer la distribution. L'IA a été préparée pour gérer toutes les questions en rapport avec la réponse COVID-19, pas seulement la vaccination, et la vaccination fait partie de ceci. À droite, vous avez quelques caractéristiques essentielles de l'IR et nous y reviendrons dans les prochaines diapositives. En termes de ce qui est l'objectif de l'IAR, toutes les questions qui peuvent adresser, il y a 13 piliers dans ce cadre. Le pilier numéro 10 est la vaccination. C'est sur ce que nous concentrons aujourd'hui avec le mini-CPI. Par le passé, les pays peuvent encore choisir d'avoir un IAR qui couvre plusieurs piliers, mais pour la vaccination, puisque c'est une distribution assez compliquée, nous espérons que les pays auront un IAR uniformisé pour se concentrer sur les questions de la vaccination.
À droite, vous voyez des situations possibles où le mini CPI serait considéré. C'est bien sûr, ça dépendrait de ce que le pays souhaiterait faire pour chaque mini-paille avec un nouveau produit de vaccination qui arrive dans le pays, par exemple, les succès, les défis que le pays a, un programme spécifique, des groupes de priorité qui seront objets de cette distribution ou un groupe en demande. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de choses. Il ne s'agit pas d'une liste fermée d'un numéro clausus. Le paquet IR COVID-19 inclut une série de lignes d'orientation qui se trouvent en ligne sur le lien que vous trouvez sur cette page avec des informations ajoutées au fur et à mesure. Au mois d'avril, la dernière date, avec toute une série euh, d'outils à utiliser et également de patrons de modèles à suivre pour la vaccination. Il y a une base de données avec des questions de vaccination que les pays peuvent utiliser, un modèle de rapport pour savoir ce qui se passe avec les vaccins spécifiquement. Cette diapositive nous montre une carte avec les pays qui suivent déjà l'IR en date du fin du mois de mai. 61 IR ont été menés par 47 pays et il y a 23 IR qui sont en préparation et il y a donc davantage d'IR qui sont en préparation. Le pays où on a eu un IR de vaccination mini-paille, c'est le Botswana, avec d'autres qui sont en préparation. Je voulais souligner qu'il y a une série de pays qui ont de l'expérience avec l'IR, qu'ils se soient concentrés sur la vaccination ou pas, avec la vaccination IR. Ici, nous allons regarder la comparaison entre mini-paille ou la version classique et la version paille normale, c'est paille. Vous connaissez peut-être déjà ceci, avec quelques différences avec le paille classique, le classique paille, qui requiert une planification plus longue avec un processus standardisé, avec des groupes qui viennent de l'extérieur pour soutenir ce processus. En contraste, le mini paille est plus flexible, plus souple, mené sous contrôle du pays. Il y a un soutien disponible, mais il est plus facile à mener et à être mené plus d'une fois sur une période plus courte de temps, de 2 à 6 mois. Comme je l'ai mentionné, la méthodologie de l'IAR, lorsqu'un pays sélectionne une série de questions pour amener une conversation avec une évaluation de documents clés et indicateurs du point de vue du suivi et l'évaluation, ça peut être en ligne, en face à face, alors que le paille classique est une série de questions et des questionnaires qui doivent être suivis de manière très spécifique. Encore une fois, il s'agit d'évaluations qui peuvent être faites plus d'une fois et en particulier le mini-paille dans différentes circonstances, les différentes conversations peuvent être menées. Pour les deux, nous avons essayé d'aligner les questions pour qu'il y ait une homogénéité entre les deux types d'évaluation. Un mini-paille peut servir de base pour le classique paille ultérieurement. Sur cette diapositive, nous voyons la chronologie
Il s'agit ici d'un processus qui doit être assez rapide, où il faut malgré tout une semaine pour la planification de l'IAR ou du MiniPy. Dans ce temps, il y a une équipe IAR qui sera constituée avec un concept qui est développé pour orienter et former les parties participantes et intéressées dans ce processus, avec une évaluation de bureau qui peut prendre quelques jours pour voir quels sont les documents et indicateurs clés pour mener à cette conversation. Et ensuite, la conversation IAR qui a lieu sur un jour ou une demi-journée selon le nombre de programmes qui sont traités par le pays, le nombre de questions qui sont présentées. Mais généralement, ce jour, il y a un rapport qui sera ensuite finalisé dans les 2 semaines pour voir ensuite quelles sont les priorités qui ont été fixées. Cette diapositive introduit d'autres éléments que les pays doivent peut-être tenir en compte. Ce n'est pas obligatoire, par exemple, les visites sur le site, les interviews, les entrevues sur les rapporteurs, séances de vaccination et observation de stockage, des questionnaires en ligne, des études, des révisions élargies des bureaux. Ceci est pour les pays qui souhaitent approfondir dans certaines zones où ils souhaiteraient avoir davantage de données pour élargir la conversation. Tout ceci est bien entendu possible pour que le MiniPy soit plus concentré sur certaines zones, mais ce n'est pas obligatoire. Diapositive suivante. Parlons maintenant du PI classique, qui est le CPI ou le CPI classique. Les données de l'évaluation post-introduction avec d'autres vaccins peuvent être utilisées pour COVID, mais étant donné le caractère différent de la distribution COVID, il y a d'autres éléments, de nouveaux éléments que je souhaiterais souligner, en particulier avec le questionnaire qui sont très spécifiques au vaccin COVID-19. Nous avons 7 questionnaires qui font partie du CPI classique, qui couvrent tout le niveau du système d'immunisation comme ce serait attendu. Les centres de santé sont importants, mais il y a aussi de petits centres de vaccination. Il y a un questionnaire sur le stockage qui est important pour le vaccin, bien sûr. Et au niveau des centres de santé, l'observation de stockage, l'immunisation et les groupes priorités sont des questionnaires qui sont importants, en particulier dans ces groupes de priorité, le personnel soignant et d'autres groupes prioritaires. Et il est donc nécessaire de coordonner et planifier, et nous attendons, comme dans d'autres vaccins, que la mise en place du PAI prenne autour de 10 jours. Donc, le PAI classique n'a pas encore été publié. Il est dans la phase finale. Nous prenons un peu plus de temps pour programmer. Ceci pour les pays qui souhaiteraient faire ceci de manière numérique électronique, ce serait très utile pour le vaccin COVID-19. Et nous faisons également des traductions et des essais pilotes sur ces prochaines semaines. Comme par le passé, les méthodes pour le CPI classique à des échantillonnages spécifiques, ce qui veut dire que les sites sélectionnés ne seront pas nécessairement représentatifs statistiquement. Ils sont inclus dans ce guide CPI avec un nombre minimum d'interviews au niveau des administrations des systèmes
administratif, même si ce n'est pas statistiquement représentatif. Nous recommandons que les pays essaient d'inclure les sites autant que possible qui sont représentatifs des différents types et tailles de sites de vaccination avec les différentes populations qui sont servies, de manière à ce que nous puissions avoir ces différents aspects inclus, les différents défis qui pourraient se présenter aux différents sites. Diapositive suivante. Nous avons également les pays et de partager les leçons à retenir. Nous espérons que ce sera la partie du pays qui sera le plus utilisée à l'avenir, avec une orientation et la formation qui sera disponible pour les pays qui en auront besoin, pour le mini-PAI en particulier. Et nous faisons également un suivi des plans de pays pour les mini-PAI avec le soutien des partenaires, aussi bien pour le PAI classique que le mini-PAI. Nous voulons qu'il y ait un suivi de ce que les pays et les partenaires pensent faire et pour boucher les trous nécessaires, si jamais il y en avait, avec les ressources nécessaires pour y arriver. Et ça peut être avec les pays, avec les partenaires. Contactez-nous pour savoir votre planification. Nous serons heureux d'essayer d'établir ces connexions. En termes de partage des leçons à retenir, des résultats, c'est important. L'OMS utilise TechNet comme site pour le partage d'informations et les pays qui vont partager ces informations recevront un certificat de participation pour que leur participation et leur travail soient reconnus. Nous aurons également des cliniques CIPAI de manière mensuelle où les pays pourront parler de leurs expériences et voir un sujet particulier ou un défi qui pourrait être commun pour les pays. Nous n'avons pas commencé ceci encore. Nous le ferons dès que nous aurons 3 à 5 pays qui auront complété leur mini-PAI. Et nous continuerons à soutenir ces activités avec les pays qui souhaiteront publier des documents qui seront un reflet de leur analyse et des résultats qu'ils auront obtenus. Et nous maintiendrons les pays en éveil avec les messages des représentants de l'OMS sur ce que représente et ce qu'il faut faire dans le cas des PAI classiques et mini-PAI. Voici les ressources disponibles pour le mini-PAI, le classique PAI. Je veux bien préciser que ce n'est pas encore publié, c'est éminent, mais en tout cas, vous pouvez me contacter pour que je vous donne davantage d'informations à ces sujets. Et les sites disponibles sont ceux que vous citez. Il y a également le site central qui est le WHO, COVID vaccination, avec des questions spécifiques du COVID-19. Nous avons également un lien qui est en rapport avec un webinaire de 90 minutes seulement centré sur le mini-PAI. Et donc, tout cela est à votre disposition avec de l'OMS qui sera disponible en arabe, français, russe, espagnol et portugais. Voilà donc maintenant le moment pour vous de poser vos questions, mais vous pouvez également me contacter. Mes collègues Landry et Cindy sont également disponibles pour répondre à vos questions. Très bien, Jenny. Merci infiniment et encore merci à Yann et Damaris. Diapositive suivante, nous allons voir ce qui est encore à venir. Le matériel du webinaire est disponible via. Souhaitez poursuivre ces conversations, nous avons les groupes Telegram en français, en anglais. Sur TechNet, il y a également un forum ouvert. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Pour ce qui est de la série Éco-webinaire, nous avons notre dernière série, retransmission pour cette série qui aura lieu le 15 juin sur leadership adaptif pour l'introduction du vaccin COVID-19. Diapositive suivante. Nous vous remercions. Merci à tous. Nous allons passer à une phase de foire aux questions et je vois que nous avons quelques questions qui ont été posées par rapport à ce sujet du jour. Si vous avez d'autres choses. La question suivante est pour Yann et Damaris. Quels sont les formulaires, par exemple, pour les individus qui se trouvent dans une zone spécifique ou d'une ethnicité, si votre système de données n'a pas déjà fait une distinction entre ces groupes. Yann? Oui, merci Charline. C'est une excellente question. En réalité, c'est un vieux problème qui n'est pas du COVID-19, mais des vaccins de toujours et partout. Ces systèmes de données administratives ne sont pas très bons à l'heure de rentrer dans les détails. Il y a des fait, ethnicité et groupes socio-économiques, c'est toujours difficile. Il y a en fait des exercices qui essaient d'unir les districts où les gens vivent, qui peuvent être l'objet d'un rapport pour le développement l'état socio-économique de ce district, mais il est difficile d'aller au-delà de cela. Ethnicité ou religion, ça c'est quelque chose de différent. C'est très difficile d'intégrer dans le système administratif avec un registre électronique des choses qui peut être collectées, mais généralement, pour ce genre de choses, il y a des données dans le sondage et c'est quelque chose qui vient souvent après, autour de vaccination COVID-19. Il faudra voir si on pourra rentrer dans ces détails et pouvoir voir les questions de couverture. Il n'y a pas de réponse hyper satisfaisante là. Du point de vue de l'équité, on peut faire par sexe, on peut faire par zone géographique, ethnicité, catégorie socio-économique, c'est très difficile d'intégrer dans le système de données, de base de données. Merci Yann. Question suivante. C'est pour Jenny. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'interaction, des révisions d'interaction? Est-ce que c'est demandé? Et la deuxième question, c'est en rapport avec le budget pour IAR ou un CIPAI. Vas-y, Jenny. Ouais, j'allais rajouter d'autres questions, mais on y reviendra après. D'accord. Eh bien, en termes de si le PAI ou le mini-PAI sont optionnels ou obligatoires, ce sont des outils, ce sont des choses qui sont optionnelles, mais nous recommandons chaleureusement que les pays mènent au moins une de ces évaluations, même si ce n'est pas obligatoire. Et comme je l'ai mentionné, pour des pays qui vont les mener, pour partager ces résultats, les pays recevront un certificat de participation pour cet exercice. En termes du budget, je viens juste de taper une réponse il y a quelques instants, mais pour le mini-PAI, le mini-PAI prennent énormément de ressources parce que spécifiquement, c'est des conversations qui peuvent être menées sur un jour ou peu de journées en fait. Et beaucoup de pays ont utilisé la plateforme virtuelle pour mener ceci. C'est peut-être quelques centaines de dollars. Certains pays ont dépensé davantage en termes de mini-réunions. Pour le budget doit être un peu en rapport avec ce que cela a été par le passé pour d'autres vaccins. Et il y a bien sûr un éventail entre 10 et 40 000 dollars. Ce serait un budget classique pour les pailles
peut-être moins dans le cadre COVID, selon la taille de l'équipe qui pourrait être plus petite, peut-être plus proche de l'ordre des 10 000 $. Mais il faut encore voir avec les CEPAI pour voir quel est le budget général pour ceci. Il y avait une autre question? Oui, j'ai une question supplémentaire pour Yann. On reviendra vers toi dans quelques instants, Jenny. Yann, il y a quelques questions en rapport avec le passeport de vaccination dans la fois en question. Et la question est de voir est-ce que ce sera exigé ou pas. Est-ce qu'il y a des indications données ici? Oui, peut-être dire que ce n'est pas un sujet facile. Tout d'abord, l'OMS recommande ou conseille de ne pas exiger la vaccination pour voyager au niveau international. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore clair quelle est l'efficacité des vaccins à l'heure de couper et avec les nouvelles variantes. Et aussi du point de vue de l'équité, tant qu'il n'y aura pas un accès équitable au vaccin, il est déconseillé de faire une sélection entre les gens vaccinés et non vaccinés au niveau de voyage. Ceci dit, nous sommes en train de développer des standards pour ces certificats et si ça pouvait être utilisé pour le contrôle des risques, pour voir le statut de vaccination ou test ou récupération de la maladie, tout ceci ensemble, des recommandations, nous voyons que beaucoup d'États membres ont en fait commencé à mettre en place ou vont mettre en place ce genre de demande pour avoir un certificat de santé ou un passeport de santé. Et ce que l'on essaiera de faire, c'est que l'accès à ces passeports de santé soit aussi équitable que possible. Ça dépendra des pays qui reçoivent ou vérifient ces passeports à l'arrivée pour savoir quel va être un vaccin accepté, pour savoir quels vaccins pourront être inclus ou au moins voir les licences ou l'usage d'urgence de ces vaccins, si ce sera suffisant pour être inclus sur ces passeports, mais c'est quelque chose que les États membres de l'Union ont certainement décidé de par eux-mêmes. Ce que l'on essaie de faire, c'est de tout d'abord dire si les personnes n'ont pas accès à la vaccination, un test PCR doit être mené, sinon une preuve d'avoir passé la maladie et avoir une liste de vaccins, en particulier pour ceux qui ont reçu l'autorisation d'usage d'urgence. C'est un sujet difficile. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'accord total, mais il y a effectivement un accord technique sur les vaccins et il faut voir ce qui devra finalement être inclus sur ces certificats. Oui, Yann, merci pour cette réponse en détail. Il y avait une série de questions en rapport à ceci dans la fois en question. Repassons à Jenny, si vous le voulez bien. Une personne participantes nous disent qu'ils ont fait l'évaluation formelle, mais pas avec les outils IAR. Ils voulaient savoir comment ils pourraient résumer et présenter un rapport similaire à l'IAR. Est-ce qu'il y a une réponse à ceci, Jenny? Ah oui, alors, je crois qu'il est possible de prendre l'information que vous avez obtenue dans l'évaluation qui a été menée et l'IAR pourrait être utilisé comme modèle. Et le modèle divise les sujets en différents programmes de vaccination, différentes zones de programmes de vaccination de la même façon que c'est euh, contemplé. Mais jetez un coup d'œil sur le site des outils de vaccination pour voir le modèle proposé. Il y a un modèle pour le rapport complet et un résumé exécutif et également
des histoires à succès. Selon ce que vous avez déjà fait au niveau du rapport, le modèle pour les AR n'est pas limitatif. Euh, Séparation par zone de programme et nous serions heureux de recevoir les informations, que ce soit sous forme du rapport complet ou un résumé ou tout simplement d'histoire succès. Si vous êtes disposé à partager ceci avec d'autres pays, n'hésitez pas à me contacter ou d'autres collègues de l'IR. Merci. Merci, Jenny. La question suivante est pour Yann. Est-ce qu'il y a des lignes d'orientation pour le niveau minimum épidémiologique de vaccination COVID qui sont inclus dans les HIMS nationaux? Oui, j'ai pas entendu la question. C'est une question pour? Oui, c'est une question pour toi, Yann. Y a-t-il des lignes d'orientation pour le minimum de formation COVID-19 pour les HIMS nationales? Donc, pour les HMS, c'est inclus. Ce que nous essayons de faire, c'est des recommandations ou des exigences, si vous voulez en parler, au niveau de la vaccination parmi le personnel soignant, parmi les personnes âgées et aussi par sexe. Ce sont ces trois zones recommandées, ces trois aspects recommandés de cette dimension. Et on voit également une valeur là, si c'est possible, entre les différents âges de groupe avec davantage de détails, plus que de dire personnes âgées ou personnes plus jeunes, limite. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être étudiés. Par exemple, si vous êtes dans une population à haut risque, des gens qui ont des conditions préexistantes, ceci pourrait également être utile, mais ceci demandera des systèmes plus sophistiqués pour y arriver. Et pour les personnes à risque, par exemple, dans les centres de santé à long terme, des prisons et ce genre de choses. Pour le reste, oui, nous devons faire attention sur ce qui peut être fait avec un HIMS, avec une séparation supplémentaire, amène des complexités parce qu'on ne peut pas demander à la personne soignée. Et là, on voit que ça peut devenir extrêmement complexe, même si on a trois séparations. On peut faire beaucoup plus de choses si tout est numéralisé, mais je pense qu'il faudra être un peu pragmatique avec ce qui peut être accompli avec le CMS. Merci. La dernière question sera pour Jenny. Est-ce que tu sais quelle est la chronologie pour la disponibilité des outils CPI? Les outils CPI devraient être disponibles dans les prochaines semaines. S'il y a une question spécifique sur les outils ou un outil particulier que quelqu'un souhaiterait étudier pour des questions de planification, contactez-moi. Je vous donnerai une actualisation sur la chronologie et la disponibilité, mais ce sera au cours des prochaines semaines. Excellent, merci infiniment. Nous voyons que nous avons utilisé toute notre heure. Merci à tous nos panélistes, Yann, Damaris, Jenny. Merci pour le temps que vous nous avez consacré et aussi pour le soutien de l'équipe ECHO pour que le programme fonctionne bien. Merci à nos participants. Et pour toutes les questions qui n'auront pas aux questions directes, sachez que nous vous répondrons. Et ces réponses seront sur TechNet. On se reverra le 15 juin. Restez en bonne santé et protégés. Bientôt. Au revoir.